Présentation rapide du décodeur LDT avant que nous passions au mode de programmation. Donc le décodeur se décompose en deux sections. Une partie gauche dans laquelle on va retrouver de bas en haut la connectique qui permet de véhiculer le signal digital en provenance de votre station. Un bouton de programmation, le bouton S1. Une rangée de bornes qui va permettre de connecter un premier signal et qui va correspondre à 4 adresses numériques. Sur la partie droite, on va trouver de bas en haut une connectique d'alimentation qui va permettre une alimentation séparée de l'alimentation digitale, c'est préférable. On peut utiliser un vieux transformateur comme pour beaucoup d'accessoires. Une série de 3 petits cavaliers sur lesquels je vais revenir en détail. À nouveau, un bornier correspondant à 4 adresses du décodeur. Donc au total, le décodeur peut gérer 8 adresses différentes. Les 3 petits borniers ici sont absolument fondamentaux pour une bonne programmation. De bas en haut, J3, J2, J1. Le J3 que vous voyez ici est le cavalier qui est mis en position lorsqu'on veut programmer le décodeur. Une fois que la programmation est terminée, on le retire pour éviter toute modification intempestive. Le cavalier J2 va correspondre au choix du type de signal utilisé par le décodeur pour communiquer avec la centrale. Vous avez le choix entre signal Motorola ou signal DCC. Dans ce cas, j'ai choisi un signal DCC, ce qui explique que j'ai retiré le cavalier sur la connectique J2. Le dernier, le J1, correspond au type de signal utilisé, anode commune ou cathode commune. Ceci dépend évidemment des marques. Dans le cas que je vais présenter ici, j'utilise un signal de marque Microscale. Ces signaux sont des signaux dits à anode commune. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici que j'ai utilisé la sortie marquée plus pour l'alimentation commune des différentes lampes du signal. Dans la configuration que je présente ici, j'ai pour objectif de gérer 2 signaux principaux, ce sont des signaux de type SBB CFF. Je vais donc avoir besoin d'une configuration dans laquelle j'utilise la totalité des adresses gérables par le décodeur, donc 4 pour le bornier gauche, 4 pour le bornier droit, et surtout comme ce sont des signaux principaux, je veux que ces signaux soient gérés indépendamment l'un de l'autre. Il faut savoir en effet, et c'est une des difficultés de la programmation du décodeur LDT, qu'il peut supporter 2 modes, un mode normal dans lequel on utilise les 8 adresses et les deux parties du décodeur sont gérées indépendamment l'une de l'autre, et un mode dit maître esclave dans lequel seules 4 adresses correspondant au bornier de gauche sont utilisées, la partie de droite étant alors en mode asservi à la partie de gauche, ce qui permet par exemple d'utiliser un signal principal et un signal avancé qui prendra exactement la configuration correspondant à l'état du signal principal. La différence entre ces deux modes va se faire au moment de la programmation. Dans la configuration que je présente ici, j'ai pour objectif de gérer 2 signaux principaux, ce sont des signaux de type SBB CFF. Je vais donc avoir besoin d'une configuration dans laquelle j'utilise la totalité des adresses gérables par le décodeur, donc 4 pour le bornier gauche, 4 pour le bornier droit, et surtout comme ce sont des signaux principaux, je veux que ces signaux soient gérés indépendamment l'un de l'autre. Il faut savoir en effet, et c'est une des difficultés de la programmation du décodeur LDT, qu'il peut supporter 2 modes, un mode normal dans lequel on utilise les 8 adresses et les deux parties du décodeur sont gérées indépendamment l'une de l'autre, et un mode dit maître esclave dans lequel seules 4 adresses correspondant au bornier de gauche sont utilisées, la partie de droite étant alors en mode asservi à la partie de gauche, ce qui permet par exemple d'utiliser un signal principal et un signal avancé qui prendra exactement la configuration correspondant à l'état du signal principal. La différence entre ces deux modes va se faire au moment de la programmation. Dernière étape avant le passage en programmation, donc définir 2 objets dans le menu de sa station de contrôle. Un premier objet à qui je vais attribuer l'adresse numéro 1 de la première série d'adresses
de la rangée gauche du décodeur. Un second objet où je vais utiliser l'une des 4 adresses suivantes. Dans le cas d'espèce, je recommande d'utiliser la 8e adresse, tout simplement parce que c'est elle qui va nous permettre de définir un autre mode du décodeur, qui est le mode noir ou le mode standard. Qu'est-ce que le mode noir? Le mode noir correspond à une configuration particulière. Si vous souhaitez utiliser sur un même mât un signal principal et un signal avancé, en principe, lorsque le signal principal est au rouge, toutes les indications lumineuses du signal avancé qui se situe en dessous sont éteintes. C'est un mode assez standard dans les chemins de fer en Europe. Pour pouvoir gérer ce mode avec le décodeur, il existe une possibilité en fin de programmation consistant à passer la 8e adresse en mode rouge. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette configuration, ce qui correspond ici à mon cas de figure puisque j'ai 2 signaux principaux, il faudra veiller en fin de programmation à ce que la 8e adresse soit en position verte. Nous le verrons un peu plus tard. Les 2 accessoires ayant été créés dans ma centrale, ils sont positionnés tous les deux en position 0, qui correspond en fait à une position rouge pour un keyboard. Je vais lancer le mode programmation en appuyant sur le bouton S1 situé sur la rangée gauche du décodeur. Vous voyez que à ce moment-là, le signal de gauche, qui est branché donc sur la partie gauche du décodeur, passe sur un mode de clignotement lent, qui signifie que le décodeur est prêt à recevoir une des adresses de la rangée gauche. J'ai activé l'accessoire sur ma station de contrôle. Pendant un temps très bref, le décodeur a fait passer les lampes en clignotement rapide, ce qui signifie que la première adresse a été acquise. Je peux donc appuyer une deuxième fois sur le bouton de programmation. Vous voyez qu'à son tour, le signal de droite se met à clignoter. Le décodeur est prêt à recevoir l'adresse correspondant à l'une des 4 de la rangée droite. De la même manière, un mode de clignotement rapide qui signifie que l'adresse a été acquise, repassage en clignotement lent. On a donc terminé cette partie de la programmation et on peut réappuyer à nouveau sur le bouton de programmation pour en sortir. En sortant du mode de programmation, le décodeur passe automatiquement le ou les signaux en rouge. Vous voyez que dans ce cas, seul le signal de gauche est passé en rouge, le signal de droite est éteint. Cela signifie, comme je le disais tout à l'heure, que le mode passage au noir a été activé automatiquement par le décodeur. Je vais donc désactiver ce mode puisqu'il ne correspond pas à ma configuration. Pour ce faire, je vais utiliser la 8e adresse, qui correspond donc au bornier de droite qui gère le signal de droite, de manière à repasser en mode normal. Vous voyez qu'en activant la 8e adresse, j'ai récupéré un affichage sur le signal de droite. Cela signifie que donc le mode noir est désactivé sur le décodeur. La programmation est désormais au sens strict terminée et de manière à sauvegarder ma configuration définitivement, je n'ai plus qu'à retirer le petit cavalier qui correspond au mode programmation J3 et mon décodeur aura acquis sa configuration définitive. La dernière étape dépend évidemment du type de pilotage que vous utilisez, logiciel ou pas logiciel. Dans mon cas, j'utilise un pilotage par logiciel. Je vais donc aller créer les objets dans les menus correspondants. La partie terminale va consister à vérifier que le signal prend bien les différents états correspondant à ce qui est attendu en fonction des adresses. Pour ceci, il suffit de se reporter à la documentation du décodeur avec le petit schéma qui explique quelles sont les différentes combinaisons à utiliser pour obtenir les différents signaux en fonction du type de signal. Je vais vous présenter rapidement les positions successives sur le signal de droite.
Voilà, la programmation est donc terminée. La programmation des décodeurs LDT est un peu complexe la première fois. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre la manière dont il convient de s'y prendre pour éviter de perdre trop de temps. Mais ce sont des décodeurs extrêmement fiables et leur mode d'utilisation est finalement relativement simple une fois passées les premières difficultés.